On va passer à une dernière partie, un dernier épisode spécial de cette série. Habiter ici, accueillir durablement, mission impossible ou possible. Et viennent me rejoindre Estelle Châtelier, Philippe Cordier, Jérôme Arnaud et Corentin Digne. Oui, il faut les applaudir. Estelle Châtelier, chef de projet chez Mountain Riders. Philippe Cordier, président de Grand Chambéry Alpes Tourisme, Jérôme Arnaud, directeur de station La Grande Motte, et Corentin Digne, responsable transition écologique à la mairie du Grand Bornand. Objectif de ce temps, comment est-il possible d'habiter en ville, en montagne et sur le littoral, tout en accueillant durablement, en conciliant attractivité touristique, qualité de vie des habitants et préservation de l'environnement? On entre dans le vif du sujet en posant un constat et des enjeux. Où en est-on réellement sur la durabilité en ville, en montagne et sur le littoral? Avec Estelle, vous accompagnez, bonjour Estelle, de nombreuses stations dans la transition durable. Où est-ce qu'elles en sont concrètement aujourd'hui et quelles sont les avances et qu'est-ce qui résiste? Merci beaucoup, bonjour à tous. En ce qui concerne le constat, les enjeux, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est bien réelle des enjeux autour de la transition des territoires. Vous l'avez déjà remarqué dans certains résultats des enquêtes. Et un des événements qui a été révélateur de cette prise de conscience, c'est vraiment la crise du Covid, à partir de laquelle nous, les accompagnements qu'on propose aux territoires de montagne, qui se matérialisent notamment à travers la démarche du flocon vert, ont vraiment explosé après le Covid. Il y avait évidemment déjà des stations pionnières qui s'étaient mobilisées autour de ces sujets-là, mais on a vraiment vu une grosse évolution à partir de cette période-là. Des difficultés aussi? Des difficultés puisque le sujet est de grande ampleur, les enjeux sont multiples, on parle d'eau, d'énergie, de vie locale, énormément de sujets qu'il est difficile de mener de front tous en même temps. Vous évoquiez plusieurs sujets qui sont assez prégnants, notamment la mobilité. La mobilité, c'est un des nerfs du sujet, puisque on peut rappeler que plus de la moitié de l'impact carbone d'un séjour touristique est lié au transport. Et donc cette mobilité, elle est difficile à aborder et à solutionner, puisque on fait face à un millefeuille d'acteurs qui complique la tâche, même si on se rend bien compte que c'est un des sujets sur lesquels il faut travailler. Là où ça résiste encore, c'est le fait de pouvoir parler de transition au sens large. Tout à fait. En fait, on parle aujourd'hui de transition du tourisme, beaucoup, ça c'est acquis, mais nous, ce qu'on porte et ce qu'on essaye de faire passer, c'est de parler de transition plus largement, mais de ne pas faire uniquement un focus sur le tourisme, mais de pouvoir changer sociétalement, en fait, et pour ça, il faut impliquer la population. Un des freins aussi qui me paraît très révélateur dans les discussions qui ont eu lieu précédemment, c'est l'accessibilité sociale pouvoir accueillir tout type de clientèle en montagne. On a vu que l'augmentation des tarifs était très importante, qu'on souhaitait, que les clientèles étrangères étaient de plus en plus nombreuses, mais il y a aussi vraiment cet enjeu de pouvoir accueillir tout le monde en montagne. Et c'est un des grands enjeux aussi de la transition sur lequel on a encore une marche à faire. Merci Estelle. Philippe, Grand Chambéry, c'est à la fois une ville culturelle et un territoire nature. Comment est-ce que vous faites pour faire cohabiter ces deux facettes dans votre stratégie touristique? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous venez de le souligner, la première caractéristique de notre destination, c'est sa diversité, avec à la fois Chambéry, son agglomération, avec un tourisme à dominante culturelle, patrimoniale, art de vivre, et également tourisme d'affaires. Et puis la partie tourisme de pleine nature, avec nos deux stations, Savoie-Grand-Revard, les Aillons-Margériens, et nos deux parcs naturels régionaux, le parc des Bauges et le parc de Chartreuse. Donc ça, c'est la première caractéristique de notre destination. La deuxième caractéristique, c'est que en fait, le premier client de notre destination, c'est l'habitant. Et donc, ça nous pousse justement à avoir une stratégie, une offre qui rapproche ces deux composantes. On a la chance d'avoir un territoire, une population sur le territoire de l'ordre de 150 000 habitants.
Et donc, à titre d'exemple, si Savoie-Grand-Revard est le premier site français en termes de fréquentation pour les activités de ski nordique, c'est lié au fait que beaucoup de ces clients sont à portée de main et à proximité. Donc on est contraint positivement à avoir une approche qui concilie habitants et visiteurs. Un visiteur sur 2 de notre destination est un habitant de Grand Chambéry. Un séjournant sur 2 vient de la région Rhône-Alpes. Donc voilà, tout pour illustrer le fait qu'il y a vraiment convergence entre les préoccupations à avoir vis-à-vis de nos habitants et vis-à-vis de nos clients. Corentin, au Grand Bornand, quelles sont les premières actions que vous avez mises en place pour rendre le territoire plus durable sans perdre son attractivité? Estelle parlait de flocons verts. Effectivement, au Grand Bornand, donc on n'a pas toutes les clés, mais on essaye de se remettre en question, de remettre en question nos pratiques. Et ça passe par deux projets structurants. Effectivement, on parlait de la démarche Flocon Vert, qui est vraiment pour nous une boussole. La commune du Grand Bornand est engagée dans la démarche depuis 2021. Ça permet de se positionner dans une démarche d'amélioration continue avec toute une liste de critères sur les sujets qu'Estelle a mentionnés, savoir là où on est bon, là où on est moins bon, et puis structurer un petit peu l'action communale en collaboration avec l'Office du tourisme, les remontées mécaniques et puis toutes les parties prenantes locales. Deuxième point, le Grand Bornand a engagé une démarche assez innovante depuis 2022 qui s'appelle le Grand Labo, qui s'est voulu une démarche participative avec le monde universitaire, l'Université de Savoie-Mont-Blanc, un travail qui a associé plus de 35 chercheurs, plus de 500 étudiants et surtout près d'1 habitant sur 5. Donc ça a été plusieurs années de travail sur le territoire pour essayer de sensibiliser, de faire le diagnostic, l'état des lieux de la transition écologique du Grand Bornand. Et ce travail-là, il aboutit aujourd'hui sur plusieurs projets, dont un qui est actuellement en cours, qui est sur la cartographie des business models. L'idée, c'est de venir mesurer le poids relatif de chaque activité économique au Grand Bornand. Donc on retrouve évidemment le poids de l'activité domaine skiable, le poids de l'agriculture, qui est très prégnante au Grand Bornand, première commune agricole de Haute-Savoie, mais aussi le poids de l'événementiel, le poids de l'artisanat, etc. Et l'idée, c'est sans dire qu'on va lire dans une boule de cristal, mais c'est d'avoir une photo précise de chaque activité, d'identifier les points de vigilance à l'avenir pour essayer d'agir en anticipation des évolutions à venir de demain. Jérôme, vous travaillez sur le littoral, mais les enjeux sont similaires. Quel parallèle voyez-vous entre la mer et la montagne? Alors, y a pas mal de parallèles. Bonjour, à l'Assemblée. Il y a beaucoup de parallèles. On a des enjeux communs. Alors, la première chose commune, c'est le fait que ce soit amené par la nécessité de s'adapter à la fois à des enjeux climatiques et des enjeux sociologiques qu'on ne veut pas oublier. Mais oui, sur le littoral, on se bat aussi un peu pour les mêmes, sur les mêmes enjeux que la montagne. Alors, les causes sont les causes sont les mêmes, ce sont les conséquences et les solutions qui sont différentes. Comme la hausse des températures pose beaucoup de problèmes en montagne, et on connaît les problèmes que ça vous pose, sur le littoral, ça en pose aussi, ça crée des séquences caniculaires qui sont extrêmement difficiles à gérer parfois. Ça crée des besoins de rafraîchissement. Sur le littoral, en été, on est beaucoup sur des problématiques de rafraîchissement. La Grande Motte, là, est allée capter l'eau de mer pour rafraîchir ses appartements. On cherche à créer de l'ombre. Alors, après, il y a des situations très particulières. La Grande Motte, elle a de la chance parce qu'elle a 70% d'espace vert. C'est une ville-jardin. Mais je veux dire, il y a autant de différences entre nous sur le littoral qu'il peut y en avoir aussi entre vous, certainement, en montagne. Les situations ne sont pas toujours les mêmes. C'est localement aussi qu'il faut travailler. Mais en effet, on se sent sur les mêmes enjeux. Par exemple, quand il s'agit de la ressource en eau qui devient plus rare aussi sur le littoral. Je pense que vous avez tous entendu parler des amis catalans qui ont galéré pendant 2 ans pour avoir de l'eau potable. Ça n'a pas les mêmes conséquences, mais ce sont les mêmes enjeux. Chez nous, les conséquences, en un mot, nous, c'est un concept, je sais, qui est loin de vous. On est à 2 mètres d'altitude. Quand on est à 2 mètres d'altitude, en 3 coups de pelle, on trouve de l'eau salée. Et qu'est-ce qui nous protège de l'eau salée? C'est la nappe d'eau douce qui flotte dessus.
Donc quand cette nappe d'eau douce disparaît, se fractionne ou se raréfie, qu'est-ce qui se passe? C'est l'eau salée qui remonte. Voilà. Et l'eau salée qui remonte, on le sait, à part des zoyas et des tamaris, il n'y a rien qui vit dans l'eau salée. Donc ça a pour conséquence de faire disparaître à la fois nos productions agricoles, les vignes disparaissent sous l'effet de la remontée du sel, mais également la végétation littorale. Bon, voilà. Donc les causes sont souvent les mêmes, les solutions sont différentes. Il y a aussi la pratique du ski qui a tendance à changer. La pratique sur le littoral, on va moins sur la plage, on va plus trouver de la culture. Alors ça sont les différences sociologiques aussi, mais j'ai envie de dire qu'on est sur les mêmes enjeux. Je ne connais pas les chiffres, mais j'imagine qu'un skieur en montagne, il y a 20 ans, il passait certainement 5 ou 6 heures de ski par jour sur le domaine. Et puis aujourd'hui, il faut gérer le fait qu'il en passe beaucoup moins et qu'il a d'autres attentes. C'est pareil pour la plage. Il y a des notions de santé, d'ensoleillement, de cancer, etc., qui font que les pratiques à la plage ont changé. Et quand il y a 20 ans, on passait 6 heures à la plage par jour. Aujourd'hui, on passe 3 heures. Et donc, il faut aussi qu'on trouve des alternatives à ça. Voilà. Après, il y a des différences aussi, en effet. Quelques-unes, il faut nous citer. Voilà. Les différences, elles sont... Je sais pas si c'est une sémantique que vous avez à la montagne, mais nous, on est comme vous à chercher des solutions pour s'adapter et durer. Mais il y a une sémantique, il y a un mot, nous, qui nous fait très peur, et qui a peut-être moins en montagne, c'est qu'on nous parle aussi de notre disparition. La disparition, c'est un spectre qui fait peur. Sur le littoral, on parle de repli stratégique ou de recul stratégique. C'est-à-dire qu'on va perdre la plage à un moment ou à un autre. Ça, c'est la montée des eaux. Voilà. La montée des eaux va faire qu'on va perdre la plage. Comme vous perdrez peut-être des pistes ou des jours d'enneigement. On s'adaptera, on trouvera les solutions. Mais quand l'État nous parle il va falloir partir à un moment ou à un autre, ou le GIEC nous parle de il va falloir partir, c'est-à-dire c'est un déplacement planifié des populations et des constructions. Enfin, pour nous, c'est un concept, c'est encore un concept. Je veux dire, c'est mentalement inacceptable, politiquement inacceptable aussi, parce qu'on n'arrive pas à on va faire comment? Enfin, il faut juste se mettre à la place d'un maire, d'une population qui se dit, mais le GIEC nous parle de 2050 et de 2100. Enfin, l'échéance 2100, c'est demain, c'est une vie. Va-t-il vraiment falloir qu'on déplace des populations et des stations? C'est quelque chose, ça, que vous avez peut-être moins en montagne, mais qui, sur le littoral, ça c'est notre bête noire. Merci pour ces différences et pour nous parler de cette bête noire. On parle de transformation qui est engagée. Comment est-ce qu'on peut la rendre plus désirable, partagée, économiquement viable? Estelle, vous parlez souvent d'un récit positif autour du tourisme durable. Comment rendre cette transition inspirante et pas seulement nécessaire? Il y a plusieurs solutions, et si je dois en retenir deux, ce serait le collectif, dans le sens où, pour savoir où on souhaite aller, c'est construire un récit qui soit propre à un territoire, donc impliquer la population locale et savoir vers où collectivement on a envie d'aller. Ça peut générer des récits positifs. Et le collectif aussi au sens de réseau de territoire, et c'est ce qu'on essaye de mobiliser à travers, encore une fois, la démarche Flocon Vert, et d'essaimer les bonnes pratiques qu'on trouve sur chacun des territoires pour pouvoir les partager et ensemble se rendre compte qu'en fait, on fait déjà beaucoup de choses. Il y a encore énormément de choses à faire, mais on peut y arriver tous ensemble. L'idée, c'est de progresser ensemble, justement. Et tout à fait, c'est un peu la deuxième notion, c'est l'amélioration continue qu'évoquait aussi Corentin juste avant. L'idée, c'est de se rendre compte qu'on part chacun d'un niveau différent, et il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de regarder d'où on part et de voir vers où on va, et de progresser constamment. Et potentiellement, petit clin d'œil à un des projets qu'on mène ensemble avec G2A, c'est de pouvoir mesurer les actions et l'impact positif qu'on a à travers les actions qu'on mène au niveau du territoire. Accompagner sans moraliser. Tout à fait. Philippe, on parle de tourisme du bien vivre à Chambéry. Quelle stratégie pour développer ce tourisme du bien vivre? Oui, alors le
tourisme du bien vivre, on essaye de le décliner à l'intention de toutes les parties prenantes, que ce soit nos visiteurs, nos acteurs du tourisme et les habitants. Pour les visiteurs, c'est bien entendu la qualité de l'accueil, la qualité de l'expérience qu'il a sur notre territoire. Pour l'acteur du tourisme, c'est, faut-il le rappeler, le fait que ça permet de maintenir une activité économique dans notamment certaines zones rurales, une activité économique et donc un équilibre social. Donc le bien vivre pour les acteurs du tourisme, c'est ça aussi, pouvoir entre guillemets rester au pays. Et puis vis-à-vis des habitants, c'est aussi, notamment par la pédagogie et la formation, limiter au maximum ou concilier au mieux les différents usages, les potentiels conflits d'usage qu'il pourrait y avoir. L'autre aspect de notre politique, c'est que lorsque on pense notre offre touristique ou lorsqu'on réfléchit à la réalisation d'événements, on s'adresse à toutes ces parties prenantes également. Et je cite deux exemples à la fois un très récent et un très proche. L'exemple pour la saison d'été concerne l'étape du Tour de France féminin. On a pensé cet événement qui a été une formidable réussite sur le territoire, à la fois pour nos potentiels visiteurs et pour nos visiteurs, pour les 7000 participants de l'étape du Tour féminin, et également pour les habitants, pour que ce soit une fête populaire et que ce soit un événement qui reste attractif pour eux. Et pour l'avenir proche, dans le même registre, on va avoir le plaisir d'accueillir à nouveau sur Savoie-Grand-Revard la Grande Odyssée. Et donc là aussi, pour ce bel événement, on pense à la fois tout l'aspect promotion de notre domaine nordique, etc., mais également, notamment vis-à-vis des habitants, on met en avant tout l'intérêt de cet événement. On va par exemple faire une action très forte vis-à-vis des scolaires, vis-à-vis des écoles, et de leur proposer de venir vivre cet événement pour avoir également cette valeur ajoutée au niveau des habitants. Jérôme, comment est-ce qu'on embarque les grands motois dans cette transformation sans donner de leçons ? Alors voilà, embarquer les habitants, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. Et franchement, pendant des années, on ne s'est pas véritablement adressé aux habitants. Alors la Grande Motte, sa configuration, il faut comprendre que il y a 2 en 1. La Grande Motte, c'est une petite ville de 12 km². C'est une grosse station, certes, mais c'est à la fois une ville permanente et une station touristique. Une ville permanente de 9000 habitants, une station touristique de 90 000 lits. Donc les 2 en 1, ça veut dire qu'effectivement, il y a une espèce de schizophrénie et qu'il y a parfois des enjeux différents entre les deux. On s'est pendant longtemps pas véritablement posé la question d'embarquer les habitants. On se pose la question, en fait, depuis le Covid, pour simplifier, et depuis la pression qui est mise par le GIEC, puisque dans la recherche des indicateurs durables, on a changé totalement le modèle de ce qu'on pourrait appeler notre bilan de saison, où on essaie de faire un bilan de saison sur beaucoup d'indicateurs environnementaux. On parle de la qualité de l'air qu'il y a eu pendant la saison, on parle de la qualité de l'eau, on parle de la gestion de la ressource en eau, on parle de la réaction de notre biodiversité, l'adaptation de notre biodiversité. Enfin, bref, tous ces critères qu'on a amenés, qui sont des critères nouveaux pour quelque part faire un bilan de saison environnemental, social, une sorte de monitoring permanent. Là, on s'est rendu compte que ça embarquait les habitants. Et donc, on a embarqué les habitants, on a cherché des solutions. Nous, à la Grande Motte, mais je pense que dans chaque ville en France, il y a un CESEL, un comité économique, social, environnemental, local, ce que parfois les conseils municipaux, les maires avant créaient sous la forme de conseils des sages. Le CESEL, c'est une émanation d'habitants. On s'est appuyé sur le CESEL, on les a invités à nos débats, on les a invités au bilan de saison. Et comme on a embarqué le conseil municipal des jeunes, après tout, les habitants de demain, ce sont eux. On ne savait pas faire, franchement, on a appris à les embarquer. On a trouvé des gens absolument disponibles, absolument intéressés. On les a fait témoigner. Alors, je veux juste témoigner de ce qu'ils ont dit l'an dernier devant les professionnels et devant le monde du tourisme. C'est la première fois qu'on leur donnait la parole et le CESEL est arrivé en disant « Nous, on a 3 choses à dire ». La première, c'est que quand on habite à la Grande Motte, on a l'impression d'habiter en vacances. Ça reste agréable toute l'année. La deuxième chose,
c'est que ça enrichit notre vie sociale parce que, évidemment, c'est agréable d'habiter à la Grande Motte. Alors, la famille, les cousins, les tantes, enfin, tout le monde vient chez nous et ça enrichit notre vie sociale. Et puis surtout, on a conscience, nous, 9000 habitants, que si on a un parcours de golf avec deux parcours de 18 trous, si on a un port, si on a une thalasso, si on a un palais des congrès, etc., c'est le tourisme qui nous l'offre. On n'est que 9000 habitants. Et on a des infrastructures d'une ville qui pourrait être une ville de 70 000 ou 80 000 habitants. Et donc, on a conscience que c'est le tourisme qui nous l'offre. Donc, entendre ça, évidemment, ça fait plaisir. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas embarqués plus tôt? Alors, tout n'est pas rose. On a vécu la loi Lemeur, nous, il y a quelques mois. Donc, la loi Lemeur, je rappelle que ça a laissé la possibilité à des conseils syndicaux dans chaque résidence de dire, ben non, on ne veut plus dans notre résidence de location touristique. On se pensait à l'abri de ça. On a pris un raz-de-marée où, quand tous les syndics nous ont dit, ben voilà, dans les ordres du jour qui arrivent, vous avez à peu près une résidence sur deux à la Grande Motte qui a l'intention d'éradiquer le tourisme à l'intérieur de sa résidence, on s'est dit, waouh, le CESEL et le Conseil municipal des jeunes, ça ne suffit pas. Il a fallu beaucoup agir. Donc, rien n'est acquis pour toujours, mais par contre, on a le sentiment qu'on a réussi à les embarquer. Et cette année, nous, on va faire notre bilan de saison. Quand vous démarrez la vôtre, on fait le bilan de la nôtre. C'est le 13 novembre qu'on fait notre bilan de saison. On va leur proposer un contrat social. Voilà, le contrat. Alors, ce n'est pas le contrat social de Rousseau, mais le contrat social, il y en a déjà un contrat social. C'est l'accord qui est passé, le programme entre le maire, l'équipe municipale et les habitants. Ça, c'est pour la ville permanente. Mais pour la station touristique, il n'y a pas de contrat social. Le contrat social de la Grande Motte, il a été dessiné il y a 50 ans par le général de Gaulle. Il s'agissait de créer des lits, d'attirer des gens à la mer et de remplacer une économie viticole par une économie du tourisme. Ça s'est fait. Mais maintenant que c'est fait, il faut peut-être parler des 50 prochaines années. Il faut redéfinir le contrat social. Il faut le définir avec tous les habitants, permanents, secondaires, avec les jeunes, avec les vacanciers, avec les professionnels. Donc il faut embarquer toutes les parties prenantes dans une sorte de réécriture du contrat social. Et c'est ce qu'on va lancer cette année. C'est un chantier qui va certainement durer 2 ans, mais qui aura le mérite au moins de faire une feuille de route qui embarque tout le monde, à commencer par les habitants. Merci beaucoup. Du côté du Grand Bornand, Corentin, comment est-ce qu'on articule cette vie locale tout au long de l'année et cette transition et pendant les grands événements? Je peux partager une analyse qui est sensiblement la même que celle qui est faite à la Grande Motte, c'est-à-dire que, je reprends les termes de mes élus, le tourisme se veut comme un outil au service des habitants. Et avant d'être une destination hivernale, le Grand Bornand est aussi et surtout un village de près de 2000 habitants. Il n'y a encore pas si longtemps, on disait qu'il y avait autant d'habitants que de vaches laitières, évidemment tourné vers la production de reblochons. Mais le Grand Bornand a cet atout d'avoir une vie locale riche et qui s'étale sur toute l'année. Un chiffre qui est assez symptomatique, c'est qu'il y a près de 46% des nuitées qui se font hors hiver. Donc il y a déjà une saison hiver et été, des saisons hiver et été qui sont assez marquées. Et tout au fil de l'année, le Grand Bornand a la chance d'avoir un tissu associatif très riche, plus de 70 associations qui animent le calendrier des week-ends pendant et entre les saisons. Et donc il faut s'appuyer sur cette force pour mobiliser, on disait, les citoyens, répondre aux enjeux vraiment des locaux et pas uniquement aux enjeux économiques. Et une petite aparté sur effectivement les grands événements qui viennent également rythmer l'année du Grand Bornand, avec en particulier, on retrouve l'événement Glisse en Cœur qui vient clôturer la saison hivernale, le festival au Bonheur des Mômes sur la dernière semaine d'août, et puis la Coupe du Monde de biathlon. Ce sont des grands événements qui font partie de l'ADN du Grand Bornand, lors desquels on essaye évidemment de traduire les valeurs que sont celles du Grand Bornand, et d'être autant que faire se peut le plus exemplaire possible. Quand on parle d'événement, on parle évidemment de mobilité, si on regarde l'impact émissions de gaz à effet de serre, et donc en particulier sur la Coupe du Monde de biathlon, il y a des gros efforts qui sont faits pour proposer des alternatives à la voiture individuelle pour permettre aux personnes de se rendre sur le site du festival. Donc voilà, c'est évidemment des constats, je rebondis un petit peu sur ce que Jérôme venait de dire, des constats qui peuvent être terrifiants, mais qui amènent des challenges aussi complexes que passionnants. Et il faut que, je pense, pour chacune de nos destinations, on s'appuie sur nos forces pour affronter les défis à venir.
Merci beaucoup, merci à tous les cas. Donc, vous pouvez applaudir, inviter ici, accueillir durablement Mission Possible.